Bonjour, je m'appelle Mile. Je suis entré aux urgences trempé par la pluie et le sang de ma fille, secoué de tremblements si forts que je pensais que mes os allaient se briser. Et quand j'ai appelé ma mère, suppliant de l'aide, elle m'a dit, ce n'est plus notre problème. Ils m'ont laissé seul là-bas alors que ma petite fille luttait pour sa vie. Mais vous savez ce qui est pire que d'être abandonné par sa famille pendant que son enfant est en train de mourir? Découvrir que la trahison n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a commencé il y a des années, silencieusement, pendant qu'il me souriait en face. Et la seule personne qui s'est assise à côté de moi cette nuit-là était une inconnue qui a murmuré une seule chose qui a tout changé. Avant que nous commencions, que feriez-vous si votre famille vous tournait le dos au moment où vous auriez le plus besoin d'elle? Dites-le nous dans les commentaires car ce n'est que le début. Je sentais à peine la pluie frapper mon visage alors que je franchissais en titubant les portes coulissantes de l'hôpital général de Boston. Tout ce que je pouvais voir, c'était la petite main de Narina qui pendait mollement dans la mienne. Du sang maculait son bras, dégoulinant sur le sol entre nos pieds. Les néons au-dessus clignotaient, projetant des ombres pâles sur le linoléum, donnant à tout un air irréel, comme si je regardais le cauchemar de quelqu'un d'autre. Madame, vous devez la lâcher. La voix d'une infirmière a percé le brouillard dans ma tête alors qu'elle essayait d'arracher Narina de mes bras. Ma respiration était haletante, chaque inspiration brûlante, chaque expiration tremblante alors que j'essayais d'expliquer. Une voiture nous a heurtés. Elle ne bougeait plus. S'il vous plaît, aidez-la. Mes mots se bousculaient, s'accrochant à la sécheresse de ma gorge. Ils l'ont emmenée en vitesse sur un brancard, et j'ai fait 2 pas pour les suivre avant de me figer, regardant mes mains, gluantes et rouges, tremblant si fort que j'avais du mal à les garder le long de mon corps. La pluie en avait lavé une partie, mais le sang avait trouvé chaque ligne de ma peau, séché sous mes ongles, collant à mon poignet où ma montre aurait dû être. J'ai essuyé mes paumes sur mon jean, mais ça ne partait pas. On m'a dit de m'asseoir, alors je me suis assise sur une chaise en plastique qui me rentrait dans le dos, avec l'écho de la petite voix de Narina de ce matin résonnant dans mes oreilles. Maman, tu es mon héroïne. Mon téléphone a vibré dans ma poche, l'écran fissuré s'illuminant, et pendant un instant, une étincelle d'espoir a jailli. J'ai appelé maman, les mains tremblant tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour appuyer sur le bon contact. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix sèche et fatiguée. Quoi encore, Mi? Maman, j'ai besoin de toi ici. Narina est blessée. Ils ont besoin d'un co-signataire. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît. Il y a eu une pause, un petit silence haineux qui m'a blessé plus profondément que ces mots. Ce n'est plus notre problème, Mi. Tu as fait tes choix. Maman, s'il te plaît. Je te l'ai dit. Tu as choisi cette vie quand tu as décidé de jouer à la petite maison avec cet homme et que tu t'es retrouvé coincé avec une enfant que tu ne pouvais pas te permettre. Ne m'appelle plus pour tes problèmes. La ligne est devenue silencieuse. J'ai éloigné le téléphone, fixant l'écran. Mon reflet se brisait dans les fissures. Mes dents claquaient, mais il ne faisait pas froid. Je voulais crier, mais le son ne sortait pas. Un médecin est venu, les yeux fatigués, le masque pendant autour de son cou. Madame, nous avons besoin de votre consentement pour une procédure. Il y a des complications, une hémorragie interne. Nous devons agir maintenant. Oui. Oui. Faites tout ce que vous devez faire, s'il vous plaît. Il m'a regardé, de la pitié brillant dans ses yeux. Votre assurance est bloquée en raison de soldes impayés. Nous avons besoin d'un co-signataire de la famille où nous ne pouvons pas procéder. J'ai signé ce que je pouvais, ma main saccadée sur le papier, le stylo glissant entre mes doigts ensanglantés. Mais ce n'était pas assez. Ils m'ont laissé seul là à attendre. Je me suis rassise, pressant mes paumes l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler, le sang s'écaillant sur mon jean. Autour de moi, des familles se blottissaient, des pères frottant le dos de leurs femmes, des mères tenant leurs fils. Des prières silencieuses murmuraient sur les épaules les uns des autres. Des rires ont éclaté dans un coin où un adolescent, bandé mais vivant, était choyé par un groupe de membres de sa famille. J'ai baissé les yeux sur mes mains et une vague de nausée m'a frappé si fort que j'ai failli tomber de la chaise. J'ai revu mon reflet, cette fois dans le distributeur automatique de l'autre côté du couloir, déformé, mais assez clair pour que je voie la peur dans mes yeux. Maman, tu es mon héroïne. Les mots de Narina résonnaient dans le creux de ma poitrine, se mêlant au bip des machines et au bourdonnement des lumières du plafond. Une infirmière s'est approchée, un porte-bloc à la main, son visage crispé par l'inconfort. Madame,
si vous ne trouvez pas de membres de votre famille, nous ne pouvons pas procéder. Je suis désolé. Désolé. Le mot a résonné comme une gifle, si désinvolte, si finale. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, pour supplier, mais rien n'est sorti sauf un murmure qui s'est brisé sur mes lèvres sèches. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. L'infirmière s'est détournée, ses chaussures grinçant sur le sol, me laissant là, à fixer mes mains, me demandant quelle part de ce sang était celui de Narina, quelle part était le mien. Je gardais la tête baissée, les mains jointes, le sang séché et raide entre mes doigts, assis sur cette chaise dure dans le hall des urgences. J'entendais la pluie taper contre les fenêtres, les gens bouger autour de moi, les voix monter et descendre, mais rien de tout cela ne me semblait réel. J'étais là, mais je n'y étais pas. Le monde avait continué d'avancer pendant que j'étais figé, attendant un miracle. Puis une voix calme a percé le bourdonnement des néons et les murmures des familles se réconfortant les unes les autres. On dirait que vous auriez besoin de quelqu'un à vos côtés. J'ai levé la tête, incertaine de l'avoir imaginé. Debout là se tenait une femme, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux blonds soigneusement attachés en arrière, portant un manteau noir qui semblait cher de cette manière discrète et sans ostentation qui disait qu'elle n'avait jamais eu besoin de prouver sa valeur. Elle s'est assise à côté de moi comme si elle y avait sa place, comme si elle avait tout à fait le droit de prendre ce siège vide à côté d'une inconnue. « Je m'appelle Rowena Sterling, dit-elle, sa voix chaude, comme la sensation d'une cheminée sur votre dos au cœur de l'hiver. Elle a sorti un mouchoir blanc et propre de sa poche et l'a pressé doucement dans mes mains tremblantes. Vous n'êtes plus seul maintenant. Je voulais lui dire que je n'avais pas besoin de charité, que je pouvais gérer ça, que je n'étais pas une cause perdue attendant d'être sauvée. Mais ma gorge s'est serrée et les mots sont restés coincés, amers au fond de ma langue. Je ne pouvais qu'hocher la tête, serrant ce mouchoir comme si c'était une bouée de sauvetage, sa douceur s'y déplaçait contre le sang croûté sur mes mains. Rowena n'a rien dit de plus. Elle est juste restée assise là, sa présence silencieuse mais solide, me laissant vivre ce moment sans me demander d'expliquer ou de justifier ma douleur. Les heures s'écoulèrent dans cette salle d'attente. La télévision au-dessus diffusait les informations à faible volume, les voix des présentateurs parlant du trafic et des inondations dans les rues secondaires. Mon téléphone reposait sur mes genoux, l'écran fissuré s'illuminant d'une notification après l'autre jusqu'à ce que je me force à regarder. Messages vocaux, textos, appels manqués, des dizaines d'entre eux. D'abord, c'était mon frère Liam, sa voix vive et dégoûtée. J'ai entendu dire que tu mendiais de l'argent à des étrangers maintenant, Mess. Pathétique. N'entraîne pas la famille dans tes problèmes. Puis la voix de ma mère, plus froide que la pluie. Si tu ne peux pas gérer le fait d'être mère, tu n'aurais peut-être pas dû essayer de jouer à la petite maison. Nous te prendrons Narina si nécessaire. Ils n'ont même pas demandé si Narina allait bien, si elle était en vie, si elle avait peur. J'ai senti une bouffée de chaleur monter à mon visage, la honte et la colère s'entrechoquant jusqu'à ce que je doive me lever, faire quelques pas avant de me laisser retomber sur la chaise, serrant le mouchoir si fort qu'il s'est froissé dans mon poing. Je voulais les rappeler, crier que je n'étais pas l'échec qu'ils faisaient de moi, que j'étais là à me battre pour ma fille pendant qu'ils étaient à la maison, confortable et au sec, me jugeant pour avoir fait ce que je devais faire pour garder Narina en vie. Mais je n'ai pas appelé parce que je savais que ça ne changerait rien. Ils avaient déjà décidé qui j'étais dans leur esprit. J'ai pressé le mouchoir sur mes yeux, le laissant recueillir les larmes que je m'étais promis de ne pas verser dans cet hôpital devant des étrangers. Il sentait légèrement la lavande, et je me suis souvenu de la douceur dans les yeux de Rowena quand elle me l'avait tendu. C'était étrange comme la gentillesse d'une inconnue pouvait sembler plus chaleureuse que la famille qui aurait dû être ici. Je me suis laissé retomber sur la chaise, serrant ce petit morceau de réconfort, murmurant à voix basse, « Je ne suis pas faible. Je ne le suis pas. » Le temps s'est étiré, mesuré par le tic-tac de l'horloge au mur et le rythme des pas sur le carrelage. Les infirmières entraient et sortaient par les portes coulissantes, appelant des noms, des familles se levant et se rasseyant au fur et à mesure qu'on les appelait. Puis une infirmière que je n'avais pas vue auparavant s'est approchée, son visage doux mais tendu, comme si elle avait peur de dire la mauvaise chose. « Madame, commença-t-elle, et je me suis préparé à d'autres mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un ici qui demande à couvrir les frais de chirurgie de votre fille. » J'ai cligné des yeux, les mots ne pénétrant pas tout de suite. « Quoi ?» Elle l'a répété plus lentement cette fois, ses yeux bienveillants. « Il y a quelqu'un ici qui veut couvrir la chirurgie de votre fille. » Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, le monde se rétrécissant à cette seule phrase impossible. Ma voix est sortie en un murmure, fragile, mais vivante.
Qui ferait ça pour moi? Les mots restèrent en suspens, lourds, presque trop grands pour tenir dans cette salle d'attente. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, comme si tout m'écrasait. L'odeur d'antiseptique et de manteau trempé par la pluie. Le bourdonnement silencieux des machines derrière les portes closes. Mes yeux ont parcouru la pièce, cherchant qui aurait bien pu dire qu'il nous aiderait. Et c'est là que je l'ai revu. Rowana se tenait là, le même calme sur son visage, ses yeux stables alors qu'elle s'approchait. Elle n'a pas fait de signe ni appelé, elle a juste tendu la main, paume vers le haut, comme si elle me donnait le choix de la prendre ou de partir. « Je peux vous aider, vous et votre fille, » dit-elle doucement, sa voix perçant le chaos dans ma tête. J'ai hésité, serrant le mouchoir qu'elle m'avait donné plus tôt, encore humide de larmes. J'ai secoué la tête avant même de pouvoir réfléchir. Je ne peux pas. Je n'accepte pas l'aumône, ai-je marmonné, essayant de paraître plus forte que je ne l'étais, mais ma voix est sortie faible, presque embarrassée. Elle a retiré sa main, hochant lentement la tête, comme si elle comprenait, comme si elle avait un jour prononcé ces mêmes mots elle-même. Ce n'est pas de la charité, répondit-elle, son ton mesuré. C'est quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi quand j'étais assise seule dans un hôpital. Quelque chose en moi s'est fissuré, juste une fêlure minuscule, mais je l'ai senti. J'ai jeté un regard vers le couloir où ils avaient emmené Narina, mon esprit imaginant son petit visage, la façon dont elle m'avait regardé ce matin avec son sourire édenté, m'appelant son héroïne. Rowana m'a fait signe de m'asseoir, et elle s'est installée dans le fauteuil à côté de moi, prenant une lente respiration. Il y a des années, j'ai perdu mon mari. C'était un cancer, et l'hôpital ressemblait à un labyrinthe sans issue. J'avais de l'argent, mais ça n'avait pas d'importance quand j'étais assise là, seule, à écouter le bip des machines et les pas des infirmières qui ne croisaient jamais votre regard. Sa voix n'a pas tremblé, mais il y avait quelque chose de brut là, et ça m'a fait faire une pause. Elle m'a regardé droit dans les yeux. L'argent ne peut pas acheter le temps, mais il peut acheter une chance. Je n'ai pas réalisé que je pleurais avant de goûter le sel sur mes lèvres. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, dit-elle. Elle a sorti une petite carte de visite de la poche de son manteau et l'a placée dans ma main, refermant mes doigts dessus. Venez avec moi. Elle m'a conduite dans un couloir jusqu'à un petit bureau au mur beige et au bureau encombré. Une infirmière était déjà là, attendant avec une pile de formulaires. Mes mains tremblaient en prenant le stylo, fixant les papiers qui permettraient à la chirurgie de Narina de commencer. Rowana se tenait à côté de moi, signant tranquillement son nom en tant que garante. « Je suis désolé », ai-je murmuré, ma voix à peine audible alors que je signais la dernière page. « Je ne veux pas être un fardeau. » Rowana a posé une main sur mon épaule, chaude et stable. « Vous ne l'êtes pas. C'est votre combat, Mess. Je vous donne juste un moment pour reprendre votre souffle. » Quand nous sommes revenus dans la salle d'attente, je me sentais plus légère, comme si un poids écrasant avait été enlevé de ma poitrine, même si ce n'était que pour un moment. Mais le moment fut de courte durée. Mon téléphone a vibré dans ma poche, et je l'ai sorti pour voir un autre message vocal de ma mère. Je l'ai fixé un long moment avant d'appuyer sur lecture, pressant le haut-parleur contre mon oreille. Si tu acceptes l'argent d'étranger, ne t'attends pas à revenir un jour dans cette famille. Sa voix claqua, froide et sèche. Ne t'attends pas à ce que nous nettoyions tes dégâts. J'ai senti ma mâchoire se serrer, les dents grinçant alors que je baissais le téléphone, mes mains tremblant à nouveau pour une raison différente. La douleur était là, mais il y avait autre chose aussi. Une chaleur montant dans ma poitrine. La prise de conscience que je n'avais peut-être pas besoin qu'il revienne. Rowana s'est assise à nouveau à côté de moi, silencieuse pendant un moment avant de finalement parler. Ils ne comprendront jamais, Mélie. Mais votre fille, elle, comprendra. Je me suis tourné pour la regarder, cherchant dans ses yeux, la question m'échappant avant que je puisse l'arrêter. Que voulez-vous vraiment de moi? Rowana n'a pas bronché quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment de moi. Elle a juste maintenu mon regard, stable, comme si elle n'avait pas peur de mon désespoir ou du tranchant dans ma voix. Je veux que vous me promettiez que vous n'abandonnerez pas, ni vous-même ni votre fille. Ces mots ont eu l'effet d'une bouffée d'air froid qui m'a redressé. Je m'attendais à ce qu'elle mentionne des taux d'intérêt, des contrats, un prix caché qui pèserait sur moi pour le reste de ma vie. Au lieu de cela, elle m'a demandé quelque chose que je n'avais pas envisagé depuis longtemps. La dignité. Je ne sais pas si je peux promettre ça, ai-je dit, ma voix se brisant.
J'ai passé tellement de temps à simplement essayer de nous maintenir en vie. Elle n'a pas adouci son ton, a juste hoché la tête une fois. Alors promettez d'essayer. J'ai pressé contre mes lèvres le mouchoir qu'elle m'avait donné, goûtant le sel de mes larmes qui avaient imbibé le tissu. J'ai pensé à la voix de ma mère sur le message vocal, froide comme une pluie d'hiver. Si tu acceptes l'argent d'étranger, ne t'attends pas à revenir un jour dans cette famille. J'avais passé des années à ravaler mes mots, à tout sacrifier pour maintenir la paix, essayant de gagner des miettes d'affection qui ne sont jamais venues. Le couloir semblait interminable alors que je retournais vers la salle d'attente, les lumières de l'hôpital bourdonnant au-dessus de ma tête. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, l'écran fissuré, mais s'illuminant toujours de notifications. Le nom de mon frère a clignoté sur l'écran, et avant de pouvoir y réfléchir, j'ai glissé pour écouter. Mille, maman appelle les services de protection de l'enfance. Elle dit que tu es inapte, que tu ne peux pas t'occuper de Narina. Mes genoux ont fléchi et je me suis affaissé sur une chaise, l'air quittant mes poumons dans un souffle. Le monde a basculé, l'odeur d'antiseptique et de café d'un distributeur automatique voisin est soudainement devenue insupportable. J'ai serré le mouchoir, essayant de me ressaisir, mais les mots continuaient de résonner dans ma tête. Inapte, inapte, inapte. Je ne me souviens même pas d'avoir marché jusqu'à la chapelle, mais je me suis retrouvé là, m'enfonçant dans un banc en bois alors que le poids du monde s'abattait sur moi. C'était silencieux, la seule lumière provenant d'un petit vitrail qui faisait danser les ombres sur les murs. Je fixais la petite flamme vacillante d'une bougie près de l'avant, essayant de trouver quelque chose à quoi m'accrocher. C'est là que Rowana m'a trouvé, ses pas légers sur le carrelage froid. Elle n'a rien dit au début, c'est juste assise à côté de moi, joignant les mains sur ses genoux, laissant le silence nous envelopper. Ils essaieront de tout vous prendre, Mess, dit-elle doucement, sa voix stable. Votre paix, votre enfant, votre estime de soi, mais seulement si vous les laissez faire. Je me suis tourné vers elle, mes yeux brûlants. C'est tout ce qu'il me reste. Non, me corrigea-t-elle gentiment. Votre fille est ce qu'il vous reste, et elle vaut la peine qu'on se batte pour elle. Elle a offert son aide, mentionnant des avocats et du soutien si cela devenait nécessaire, mais ses yeux me disaient la vérité. Elle ne pourrait pas se battre pour moi si je ne me battais pas pour moi-même. J'ai passé ma vie à mendier leur approbation, ai-je murmuré, les mots ayant un goût amer en quittant ma langue. Et pourquoi? Pour être qualifié d'inapte? Pour être menacé pendant que j'essaie de garder mon enfant en vie? Rowana a tendu la main, essuyant une larme de ma joue, et je ne me suis pas reculé. Vous n'êtes pas inapte, Mi. Vous survivez. Il y a une différence. Une partie de moi qui était restée silencieuse pendant si longtemps s'est enfin réveillée. J'ai réalisé que me battre pour Narina, c'était aussi me battre pour moi. Pour la part de moi-même que j'avais abandonnée chaque fois que je les laissais me réduire au silence. J'ai serré le mouchoir dans mon poing, sentant sa douceur et la force tranquille qu'il représentait. J'ai pris une profonde inspiration, me ressaisissant alors que je me levais. Ils ne me la prendront pas. En sortant de la chapelle, le couloir semblait plus froid, l'air plus oppressant, et je l'ai vue, ma mère, Isolda, debout près de l'entrée des urgences, les bras croisés, les yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Son regard était vif, critique, et elle a relevé le menton comme pour me défier de parler. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» La pluie avait cessé, mais l'air froid s'accrochait encore au matin alors que la lumière filtrait à travers les portes vitrées de l'hôpital. Je suis resté là, inspirant l'humidité, sa fraîcheur mordante coupant à travers la peur qui montait dans ma poitrine en regardant ma mère debout dans l'entrée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai essayé de stabiliser ma voix, mais elle a vacillé, trop à vif après tout ce qui s'était passé. Elle n'a pas répondu immédiatement, a juste promené son regard sur moi, s'arrêtant sur le sang séché de ma chemise, les marques d'épuisement sur mon visage. Elle a relevé le menton, son imperméable parfaitement sec, son maquillage impeccable, même à cette heure. Elle a toujours su comment paraître maîtresse d'elle-même, même lorsque tout s'effondrait autour d'elle. Tu nous as assez embarrassés, Mélie. Donne-moi Narina. Tu n'es pas apte à être sa mère. Pendant un instant, le monde est devenu silencieux. Le bourdonnement des portes coulissantes, les appels lointains des infirmières dans le couloir, tout s'est effacé. J'ai senti mes doigts se resserrer sur mon téléphone, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Tu ne peux pas me la prendre, ai-je réussi à dire, forçant les mots à passer le nœud dans ma gorge. Elle a secoué la tête comme si j'étais une enfant refusant de partager un jouet.
Tu vis dans un fantasme, Mélie. Tu es fauché, instable, et maintenant tu acceptes la charité d'étrangers, embarrassant la famille devant toute la communauté. Je voulais crier, lui dire qu'elle ne savait rien de ce pourquoi je me battais, mais les mots sont restés coincés dans ma poitrine. Elle s'est approchée, baissant la voix, mais ce n'était pas moins cruel. Soit tu la cèdes volontairement et tu t'épargnes la disgrâce, soit tu laisses les tribunaux te l'arracher. Nous avons déjà parlé à un avocat. C'est là que je l'ai vu. Mon frère, debout quelques pas derrière elle, tenant un dossier dans ses mains, ses yeux fuyants quand je l'ai regardé. Darren, ma voix s'est brisée, l'incrédulité se mêlant à la piqûre de la trahison. Tu fais partie de ça? Il n'a pas répondu, a juste resserré sa prise sur le dossier. Les mêmes mains qui soulevaient Narina sur ses épaules pendant les barbecues d'été serraient maintenant les papiers destinés à me la prendre. J'ai senti la trahison s'installer. Une brûlure lente qui s'est propagée de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts. Chaque anniversaire pour lequel j'ai fait des heures supplémentaires pour payer. Chaque fête que j'ai passée à gratter assez pour garder les lumières allumées pendant qu'ils souriaient devant les dîners de dinde que je leur préparais. Chaque fois que j'ai mordu ma langue pour garder la paix, tout est revenu en force. Acide et lourd. Il ne s'agissait pas de la sécurité de Narina. Il s'agissait de contrôle, d'image et de l'argent qu'ils pensaient mériter. Ils ne la prendront pas, ai-je murmuré, reconnaissant à peine ma propre voix. Ma mère a laissé échapper un rire froid, comme si elle était fatiguée de jouer gentiment. Tu as toujours été têtu, Milus. Toujours à penser que tu sais mieux, mais tu es seul dans cette affaire. Je l'ai presque cru. J'ai presque laissé la peur s'installer à nouveau dans mes os, mais je me suis souvenu des mots de Rowena dans la chapelle, sa voix calme et posée. Ils ne peuvent prendre que ce que vous leur donnez. Pas cette fois. Je me suis détourné, ignorant les appels de ma mère derrière moi, ignorant la façon dont Darren a essayé de s'avancer, en prononçant mon nom comme si cela signifiait quelque chose. J'ai marché rapidement à travers les couloirs de l'hôpital, dépassant les infirmières fatiguées, dépassant les familles blotties avec des tasses de café et des murmures d'espoir. J'ai poussé la porte de la chambre de Narina, le doux bip du moniteur m'accueillant, le rythme silencieux de sa respiration plus fort que n'importe quelle menace que ma famille pourrait me lancer. J'ai pris sa petite main dans la mienne, la pressant contre ma joue alors que les larmes coulaient enfin. Elle a bougé un peu, mais ne s'est pas réveillée, ses paupières papillonnant alors qu'elle dérivait dans ses rêves. Personne ne te prendra à moi, ai-je murmuré, laissant la promesse s'installer dans l'air entre nous. J'ai sorti mon téléphone, essuyant les larmes de mon visage, et j'ai allumé la caméra. L'écran s'est allumé, reflétant la détermination dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis des années. Il est temps de leur montrer qui je suis vraiment. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, regardant le point rouge clignoter sur l'écran comme si c'était le seul pouls sur lequel je pouvais compter dans ce désordre. Le doux bourdonnement des machines autour de Narina remplissait le silence alors que j'orientais la caméra vers mon visage. Mon reflet était brut, les yeux cernés par la fatigue, des traces de larmes séchées sur mes joues, les cheveux collés à mes tempes. Mais il y avait quelque chose de stable dans mon regard que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon nom est Mirridge. Je suis une mère, et je me bats pour ma fille. Ma voix s'est brisée mais n'a pas faibli. J'ai pris une inspiration, laissant l'air remplir la peur creuse dans ma poitrine avant de parler à nouveau. Ma famille pense qu'elle peut me la prendre parce qu'elle pense que je suis faible. Ils m'ont traité de sans valeur, d'irresponsable, de fardeau. Ils ont menacé d'utiliser le système pour nous séparer, de prétendre que je suis inapte pendant qu'ils se tiennent dans leur cuisine propre et sirotent du café, en faisant semblant de se soucier. J'ai fait une pause, jetant un coup d'œil à la petite silhouette de Narina dans le lit d'hôpital, la montée et la descente de sa poitrine manquant. Mais j'en ai fini de les laisser contrôler cette histoire. Quand l'enregistrement s'est arrêté, je me suis rassise, serrant le téléphone contre ma poitrine, laissant le poids de mes mots s'installer. La lumière du matin filtrait à travers les stores, se mêlant à la pluie froide qui tapait encore contre la fenêtre. J'ai ouvert ma messagerie vocale, réécoutant les messages de ma mère et de Darren. Leurs mots ressemblaient à du poison, la certitude froide dans la voix de ma mère quand elle a dit « C'est toi qui as cherché ça, Mi ». Le dégoût dans la voix de Darren alors qu'il m'accusait d'humilier la famille. Mon pouce a hésité. Puis j'ai appuyé sur sauvegarder et j'ai transféré chaque message vocal vers un dossier sécurisé que je venais de créer, celui que Rowena m'avait dit de créer quand elle avait déposé du café hier. Glissant mon téléphone dans ma poche, j'ai embrassé le front de Narina avant de sortir, les lumières du couloir clignotant au-dessus de moi alors que je me dirigeais vers la cafétéria en bas.
L'odeur de café éventé et de soupe réchauffée m'a frappé alors que je trouvais une table dans un coin, loin de l'agitation matinale des infirmières et des visiteurs. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé la vidéo et je l'ai envoyée à un ami de confiance, avec les messages vocaux et les captures d'écran de chaque message qu'il m'avait envoyé. Le message que j'ai tapé était court. S'il arrive quelque chose, tu connais la vérité. L'envoyer m'a semblé comme enlever un lourd manteau que je portais depuis des années. Je me suis penché en arrière, fermant les yeux, laissant le brouhaha des conversations et le cliquetis des plateaux s'estomper. Des souvenirs ont refait surface, sans y être invité. Ma mère me grondant d'être tombée enceinte, me traitant de déception pendant que je faisais des doubles journées pour payer les factures. Darren riant en prenant la dernière part de tarte à Thanksgiving, me rappelant que je lui devais de l'argent pour l'avoir aidé avec le loyer un mois, comme si cela faisait de lui un saint. Ils n'ont jamais vu les nuits où je pleurais sur le sol de ma minuscule cuisine, grattant des pièces pour l'essence. Ils n'ont jamais vu les matins où Narina et moi étions assises dans le bus, sa petite main dans la mienne, me murmurant que j'étais son héroïne. Et me voilà, me battant pour rester cette héroïne, même si cela signifiait les affronter de front. J'ai senti une présence avant de la voir. Rowena s'est glissée sur le siège en face de moi, posant une tasse de café devant moi sans un mot. Ses yeux étaient stables, calmes, une force tranquille qui a calmé le tremblement de mes mains. Ils vont s'acharner encore plus sur vous maintenant, dit-elle en remuant son thé sans lever les yeux. J'ai hoché la tête, les doigts enroulés autour de la tasse chaude. Je sais. Êtes-vous prête? J'ai hésité, laissant la peur me traverser avant de parler. Je dois l'être. Elle a fouillé dans son sac à main, en a sorti un morceau de papier plié et l'a fait glisser vers moi. C'est le numéro de l'aide juridique. Appelez-les dès que vous remonterez. J'ai glissé le papier dans ma poche, murmurant un merci. Nous sommes restés assis en silence un moment, le seul son étant l'appel lointain d'un interphone et le clapotis régulier de la pluie dehors. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le mouchoir blanc qu'elle m'avait donné aux urgences. Il était maintenant froissé, taché de larmes, mais le tenir m'a ancré, un rappel que quelqu'un était dans mon camp. Vous n'êtes plus seul maintenant. J'ai fait écho à ces mots de cette nuit-là, les laissant s'imprégner à nouveau. Rowena a posé sa main sur la mienne, la serrant doucement avant de se lever. Souvenez-vous de ça quand ils essaieront de vous faire sentir petite. Je l'ai regardé s'éloigner, prenant une profonde inspiration avant de me lever, me déplaçant dans les couloirs pour retourner à la chambre de Narina. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de le glisser dans ma poche. C'est alors que la notification est arrivée. La vibration dans ma main, vive et immédiate. Requête de garde d'urgence déposée. Isolda Ridge contre Mi Ridge. Ma vision s'est brouillée une seconde, mais je l'ai chassée en clignant des yeux, m'appuyant contre le mur pour me stabiliser. J'ai regardé à travers la fenêtre Narina, dormant paisiblement, inconsciente de la bataille qui attendait à l'extérieur des murs de cet hôpital. Ça commence, ai-je murmuré. Cette pensée était tout ce à quoi je pouvais m'accrocher alors que je me tenais devant le tribunal des affaires familiales de Boston, serrant le dossier que Rowena m'avait remis ce matin-là. Les nuages gris pendaient bas, pesant avec le genre de poids qui vous donne l'impression que le monde veut que vous échouiez avant même d'avoir franchi les portes. Rowena était à côté de moi, calme, ses yeux scrutant le bâtiment comme si elle avait mené ce combat 1000 fois. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste serré le bras une fois avant que nous nous dirigions vers l'entrée, les portes automatiques s'ouvrant avec un sifflement qui correspondait au souffle nerveux que j'ai expiré. À l'intérieur, l'air froid sentait le papier et le vieux café. Nous avons trouvé nos places dans la petite salle d'audience, les bancs durs, les lumières trop vives pour l'épuisement que je ressentais. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de l'allée et elle était là, ma mère, Isolda, assise dans un manteau bleu marine, ses cheveux tirés en arrière, un air de supériorité figé sur son visage, comme si elle était sur le point de recevoir un prix pour sa cruauté. Darren était derrière elle, feuilletant des papiers, souriant d'un air suffisant quand ses yeux ont croisé les miens, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'en avais fini de me taire. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. J'ai forcé mes genoux à se bloquer, ma colonne vertébrale droite, même si j'avais l'impression que mes jambes pouvaient lâcher à tout moment. Nous nous sommes assis et la procédure a commencé. L'avocat d'Isolda a commencé avec ce ton pratiqué et condescendant. Il m'a dépeinte comme instable, financièrement irresponsable, un danger pour mon propre enfant. Il a évoqué les factures d'hôpital, le bienfaiteur inconnu qui a payé l'opération, le fait que je vivais dans un petit appartement à Dorchester,
occupant 2 emplois à temps partiel qui ne pouvaient en aucun cas fournir un environnement stable à un enfant se remettant d'un traumatisme. J'ai serré les poings sur mes genoux, les ongles s'enfonçant dans mes paumes pour m'empêcher de crier. Je pouvais sentir le regard de Rowana sur moi, me rappelant de rester ferme. Et puis ma mère a parlé. Elle a dit au juge que j'étais une fille au bon cœur qui s'était laissée dépasser, qu'elle ne voulait pas faire ça, mais qu'elle n'avait pas le choix parce que je mettais Narina en danger. Elle a menti, des larmes aux yeux, disant qu'elle ne voulait que le meilleur pour sa petite fille, qu'elle avait essayé de m'aider, mais que j'avais refusé. Je voulais crier. Je voulais la dénoncer, exposer chaque fausse larme qui roulait sur sa joue poudrée. Au lieu de cela, lorsque le juge s'est tourné vers moi, je me suis levé, les jambes tremblantes, mais la voix claire. J'ai des preuves, ai-je dit en sortant mon téléphone. Le juge m'a permis de le faire jouer, et la salle d'audience est devenue silencieuse alors que la voix de ma mère remplissait la pièce. Si tu acceptes l'argent d'étrangers, ne t'attends pas à revenir un jour dans cette famille. J'ai aussi joué le message de Darren, sa voix dégoulinant de dédain alors qu'il me disait que j'étais une honte et que maman va régler ce gâchis que tu as fait. Quand l'enregistrement s'est arrêté, j'ai regardé le juge, puis ma mère, dont le visage était devenu pâle, sa mâchoire si serrée que j'ai cru qu'elle pourrait se briser. Rowana s'est levée à côté de moi, s'adressant calmement au tribunal. Elle a expliqué qu'elle avait offert une aide financière sans attente de remboursement, que je ne lui avais pas demandé, que j'avais été uniquement concentré sur le sauvetage de la vie de ma fille, et non sur la charité ou les aumônes. Elle n'est pas un fardeau, a dit Rowana. Elle est une mère qui s'est tenue seule quand personne d'autre ne voulait se tenir à ses côtés. J'ai vu Darren bouger mal à l'aise, son sourire suffisant disparu. Le sang-froid d'Isolda s'est fissuré, sa voix s'élevant alors qu'elle criait à travers la salle d'audience, « Tu as toujours été un fardeau, Mess, toujours à avoir besoin d'aide, toujours à nous tirer vers le bas. » Le juge a frappé une fois de son marteau pour obtenir le silence. J'ai pris une profonde inspiration, croisant le regard furieux de ma mère, et j'ai parlé doucement mais fermement. « Tu peux m'appeler un fardeau autant que tu veux, » ai-je dit, ma voix ne tremblant que légèrement. « Mais tu ne m'appelleras pas une mauvaise mère. » Il y eut un silence, une pause lourde qui sembla durer une éternité avant que le juge ne s'éclaircisse la gorge et n'annonce une suspension de séance, déclarant que l'affaire n'était pas aussi simple qu'elle avait été présentée, et qu'un examen plus approfondi serait nécessaire avant qu'une décision puisse être prise. Je suis sorti dans le couloir, l'air lourd, mais d'une certaine manière plus facile à respirer qu'il ne l'avait été depuis des années. Mes mains tremblaient encore, mais pour une fois, ce n'était pas de peur. C'était d'adrénaline, d'avoir enfin tenu tête. Rowana s'est approchée de moi, se penchant avec cette force calme qu'elle portait toujours. « Êtes-vous prête pour la suite ?» a-t-elle demandé. J'ai croisé son regard, la peur toujours présente, mais plus en contrôle, et j'ai hoché la tête. Quoi qu'il en coûte. Je me suis accroché à cette pensée comme à une bouée de sauvetage, la répétant dans mon esprit alors que Rowana et moi retournions dans la salle d'audience. Le couloir à l'extérieur était étouffant, porteur de murmures d'autres familles menant des guerres privées derrière des portes closes, mais à l'intérieur, c'était calme, un silence dangereux alors que le juge revenait et que l'air semblait se resserrer autour de nous. Rowana n'a pas parlé, mais sa main a effleuré mon bras, me stabilisant alors que je me forçais à avancer. Ma mère était déjà assise, son avocat à ses côtés, et Darren se tenait prêt, les bras croisés, ce sourire satisfait sur son visage. C'était le regard qu'il avait quand nous étions enfants, le regard qu'il me lançait juste avant de rapporter à maman, sachant qu'elle croirait chaque mot qu'il disait. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. L'avocat d'Isolda s'est levé le premier, s'éclaircissant la gorge. « Votre honneur, de nouvelles preuves ont été découvertes. » Sa voix était douce, répétée, mais les mots qu'il a lâchés ont été comme des coups de poing. Nous avons localisé un document signé par Madame Ridge il y a des années, nommant son frère comme tuteur temporaire de Narina pendant une période où Madame Ridge était hospitalisée pour épuisement. Ils ont fait glisser le papier vers le juge, et j'ai senti le sol se dérober sous moi, le monde basculer. Je me suis souvenu de ce jour, de la façon dont j'avais signé si rapidement, terrifié parce que Narina était un nouveau-né, et que je ne pouvais même pas me tenir debout sans avoir l'impression de m'effondrer. Je leur avais fait confiance qu'ils m'aideraient, et non qu'ils le transformeraient en arme des années plus tard. Mes yeux brûlaient, mais j'ai cligné des yeux, refusant de laisser les larmes couler. Maintenant, ils prétendent que cela montre un historique d'instabilité, votre honneur, a poursuivi l'avocat. Nous demandons le transfert immédiat de la garde à la grand-mère maternelle, Isolda, pour la sécurité de l'enfant. Narina, la mienne, Narina.
Un bourdonnement a rempli mes oreilles alors que la peur montait, mais j'ai alors senti la main de Rowana glisser quelque chose dans la mienne sous la table. Un dossier mince, lourd de promesses. J'ai baissé les yeux, croisant son regard calme alors qu'elle articulait silencieusement. Utilisez-le. Prenant une profonde inspiration, je me suis levé, mes jambes instables, mais ma résolution se durcissant à chaque battement de cœur. Votre honneur, j'ai des preuves que j'aimerais soumettre. Le juge a hoché la tête, et je me suis avancé, plaçant le dossier devant lui avec des mains qui n'ont tremblé qu'une seule fois. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des registres de paiement, des reçus, la preuve que pendant des années, chaque dollar que j'envoyais à la maison pour aider avec les factures pendant que je faisais des doubles journées avait fini par financer les escapades de week-end de Darren et les rendez-vous au spa de ma mère. La preuve qu'ils m'ont utilisé, qu'ils ont utilisé Narina, tout en me traitant d'ingrate, tout en me disant que j'étais un fardeau. J'ai levé les yeux, croisant ceux de ma mère, et j'y ai vu la fureur, l'incrédulité que j'ai osé me défendre. C'est ce qu'ils font, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru, résonnant dans la salle d'audience. Ils n'aident pas, ils prennent. Ils vous font honte de demander, puis vous volent en vous disant que c'est pour votre propre bien. Ma mère s'est levée d'un bond, sa chaise grinçant sur le sol. Espèce d'ingrate, a-t-elle crié, le visage rouge, les mains tremblantes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Ma voix s'est brisée, mais je ne me suis pas arrêté. Vous voulez dire prendre chaque chèque de paie que j'ai envoyé, chaque heure que j'ai travaillé, chaque parcelle de moi-même que j'ai abandonnée en essayant de vous rendre fier? Vous m'appelez un fardeau, mais vous avez vécu sur mon dos tout en me traitant d'échec. Le juge a frappé de son marteau, exigeant le silence, mais ma mère a continué de crier, Darren essayant de la calmer tout en lui sifflant à voix basse de se ressaisir. Pour la première fois, je les ai vus perdre pied, se démener pour garder leur masque en place, et je suis resté là, respirant fort, mais debout. Le juge s'est éclairci la gorge, retirant ses lunettes. Étant donné ces nouveaux documents financiers, cette affaire nécessitera une enquête approfondie sur une éventuelle faute professionnelle concernant la pension alimentaire et les responsabilités de tutelle. J'ai fermé les yeux, les mots m'envahissant, la tension dans mes épaules se relâchant alors que le juge continuait. En attendant l'enquête, Narina restera sous la garde de sa mère. La salle d'audience est tombée dans un silence de plomb. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, le visage pâle, et Darren murmurait furieusement, mais je ne les entendais plus. Je me tournais déjà, Rowana à mes côtés, me guidant vers le couloir, où l'air vicié semblait frais, où chaque respiration ressemblait à la liberté. Nous sommes sortis dans la soirée froide de Boston, les nuages s'écartant juste assez pour laisser passer une lueur. J'ai sorti de ma poche le mouchoir blanc froissé, le serrant fort. La main de Rowana est venue se poser sur mon épaule, sa voix douce mais forte. Est-ce que ça va? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la rue, les lumières de la ville floues à travers les larmes que j'ai finalement laissées couler. Nous sommes libres, ai-je murmuré. Pour l'instant. Cette pensée me serrait les côtes alors que Narina et moi sortions du palais de justice, l'air froid nous mordant les joues. Ses petits doigts se sont enroulés autour des miens, se serrant plus fort que jamais, comme si elle comprenait que quelque chose d'important avait changé. Le ciel était lourd de nuages, mais j'aurais juré voir une parcelle de bleu percé, juste assez pour me rappeler à quoi ressemblait l'espoir. Nous avons marché les quelques pâtés de maison jusqu'à la maison, nos pas lents. Chacun d'eux ressemblait à une déclaration. Nous étions toujours là. Nous étions toujours debout. Une semaine plus tard, nous étions de retour à l'hôpital général de Boston, mais cette fois, ce n'était pas avec du sang sur les mains ou la peur m'étouffant. C'était un suivi pour Narina, et elle bavardait pendant que nous marchions dans ces couloirs trop lumineux, sa petite main chaude dans la mienne. Nous sommes passés devant le distributeur automatique près de la salle d'attente, celui qui avait autrefois renvoyé l'image d'une femme avec du sang sous les ongles et la panique dans les yeux. Maintenant, je me suis arrêté, attrapant mon reflet. J'ai vu quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui avait encore des cernes sous les yeux, mais j'ai aussi vu quelqu'un qui n'avait plus peur. J'ai vu quelqu'un qui s'était battu et qui continuerait à se battre. J'ai vu une mère. Le médecin de Narina l'a autorisée à reprendre ses activités normales, et elle a poussé un cri de joie, me serrant si fort que j'ai failli tomber à la renverse. Nous avons ri, et le son a résonné dans la pièce stérile, chassant les fantômes qui avaient l'habitude de hanter chaque coin. Plus tard dans la journée, nous sommes allés au parc. L'air était vif, du genre qui vous rosille les joues, mais Narina s'en fichait. Elle s'est jetée sur les balançoires,
donnant des coups de pied vers le ciel, hurlant de rire. Je me suis assise sur un banc voisin, un café à la main, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes doigts, me rappelant que j'étais en vie. Rowana est apparue à côté de moi sans un mot, s'asseyant avec un petit signe de tête. Nous n'avions pas besoin de parler alors que nous regardions Narina s'envoler. Après un moment, Rowana m'a jeté un coup d'œil et a dit doucement, « C'est vous qui avez fait ça. » J'ai senti les larmes me piquer les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête, laissant la vérité de ces mots s'installer dans mes os. Cette nuit-là, alors que je pliais le linge dans notre petit salon, mon téléphone a vibré. Le nom d'Isolda a clignoté sur l'écran. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose en moi avait besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. J'ai répondu. Sa voix était sèche, remplie de venin. « Tu as ruiné cette famille, Mi. Tu nous as embarrassés, nous as traînés au tribunal, nous as fait passer pour des imbéciles. » J'ai fermé les yeux, pressant le téléphone plus fort contre mon oreille. « Non, » ai-je dit calmement, fermement. « C'est vous qui l'avez fait. » J'ai mis fin à l'appel et, avec des mains qui ne tremblaient pas, j'ai bloqué son numéro. Une finalité tranquille s'est installée dans la pièce, un poids s'est levé de l'air. Les jours ont passé et l'enquête du tribunal sur ma mère et Darren s'est poursuivie, leur utilisation abusive des fonds que j'avais envoyés pour de l'aide étant maintenant exposée. Je n'étais pas assez naïve pour penser que la justice était simple ou rapide. Mais pour une fois, la vérité était là, et je n'étais pas la seule à la porter. Ce soir-là, Narina et moi avons dîné à notre petite table de cuisine, le bourdonnement de la ville à l'extérieur de notre fenêtre. Elle balançait ses jambes en mangeant, son sourire éclatant alors qu'elle me parlait d'une histoire qu'elle voulait écrire pour l'école. Après la vaisselle, j'ai allumé une petite bougie sur l'étagère, plaçant à côté le mouchoir maintenant propre de Rowana. Ce n'était plus seulement un mouchoir. C'était un rappel de survie, de la gentillesse d'une inconnue qui m'avait remise sur pied. J'ai regardé notre appartement. La même peinture écaillée, les mêmes planchers qui craquent, les mêmes meubles d'occasion, mais c'était différent maintenant. Ce n'était plus une cage. C'était un endroit où nous nous reconstruisions, un endroit où le rire pouvait résonner sans crainte. Alors que je mettais Narina au lit, elle a levé les yeux vers moi, ses yeux grands dans la pénombre. « Maman, est-ce qu'on est en sécurité maintenant ?» J'ai lissé ses cheveux en arrière, déposant un baiser sur son front, laissant le moment s'installer dans le calme. « Nous sommes en sécurité, ai-je murmuré. Et demain, nous commençons à vivre.